Imaginez, il fait beau, c'est une journée normale. Et donc, qu'est-ce que vous faites par cette journée normale? Eh bien, vous vous apprêtez à payer vos impôts, normalement, dans une démocratie, c'est ce qu'on fait. Et là, vous tombez sur un tweet un peu étrange. Vous tombez là-dessus. Donc cet homme, cette personne-là, est un homme trans qui explique que sa chirurgie esthétique lui a coûté 150 000 euros, pour lesquels il a été financé à hauteur de 142 000 euros. Donc, en fait, la sécurité sociale lui a offert quasiment l'équivalent d'une maison. Et donc là, vous vous dites, ah ben, je vois que mes impôts sont utilisés à bon escient. Évidemment, ça pourrait n'être qu'un épiphénomène, un cas isolé. Et puis, ben, vous tombez sur la dernière nouvelle du jour, que les médias vous annoncent fièrement. Voici les femmes de l'année, élues par le magazine Glamour en Angleterre, donc qui s'appelle un groupe qui s'appelle The Dolls, bon, je connais pas, hein, et qui sont des trans, qui ne sont pas des femmes. Donc, les femmes de l'année sont des hommes. C'est quand même pas mal. Donc, votre belle journée, à payer des impôts pour tous ces gens-là, vous dites, mais d'où ça vient? Qu'est-ce qui se passe? Qui sont les responsables? Eh bien, en voici un. Donc, je ne vais pas dire que c'est le seul, bien évidemment, mais c'est quelqu'un de particulièrement insupportable, qui participe activement à ce que j'appelle une guerre culturelle. Donc, je suis en train d'écrire un livre sur ce sujet, qui va sortir bientôt. Alors, le titre est temporaire, hein. Mais on va regarder ça de plus près. Donc, ce monsieur, Thomas Durand, youtubeur qui anime la chaîne La Tronche en Biais, est un zététicien. La zététique, pour ceux qui l'ignorent, c'est un peu comme le scepticisme, c'est de la pensée critique, donc c'est très bien en soi. Hein. Et à la base, ça sert surtout à débunker les arnaques, à expliquer comment on se fait avoir par nos biais cognitifs, d'où le nom de sa chaîne, La Tronche en Biais. On va y revenir. Et donc il s'est fendu d'un post très récemment, il y a 2 jours, qui est très caractéristique de sa pensée. Donc ça tombe bien, on va regarder ça, je vais commenter, et on va plonger dans la guerre culturelle. Alors, petite présentation rapide. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vais le laisser se présenter lui-même. Donc, Thomas Durand, auteur de La Tronche en Biais, chaîne avec 300 000 abonnés, et qui est, je pense qu'on peut le dire, voilà, esprit critique, scepticisme et zététique, un logiciel antivirus pour l'esprit. Alors, on aurait pu dire un vaccin, mais peu importe. Il s'agit, a priori, de corriger nos biais cognitifs. Donc. Bonjour tout le monde, bienvenue sur La Tronche en Biais. Faites comme chez vous, ça va bien se passer. Petite vidéo de présentation. On va regarder ensemble ce que la chaîne propose. Il y a des Alors non, ça va pas bien se passer, vous allez le voir. playlists. Historiquement, la première, c'est La Tronche en Biais. C'est le format canon, scénarisé, avec une marionnette, c'est Mandax, avec Bête Tapas, où on présente des notions fondamentales liées au biais cognitif, parce que c'est La Tronche en Biais. Puis, il y a eu d'autres formats. Tronche de fake, c'est le format où on débunk. Le débunkage, c'est prendre un récit, une légende, quelque chose qui circule, une idée, une croyance, et regarder ensemble pourquoi en fait ça ne tient pas la route, pourquoi ça n'est pas solide, et pourquoi il vaut mieux éviter d'y croire. Voilà, donc ça, c'est la démarche en soi est très bien. Et il s'est fait une autorité dans le domaine, hein, c'est même, je dirais, l'autorité supérieure en France, puisque c'est lui qui organise désormais les colloques, enfin, on doit passer par lui pour participer aux colloques. Mais il se trouve donc que, eh bien, cette zététique-là, donc aujourd'hui en France, il y a 2 zététiques, hein. Il y a l'ancienne, celle qui s'occupe du paranormal, des gourous en médecine, des arnaques financières, bon, voilà. Et celle-ci que j'appelle la woke éthique, la zététoxique, qui est eh bien la faillite de la zététique, et même la faillite, ou du moins une trahison de la science, plutôt. J'allais dire une faillite de la science, mais c'est plutôt une trahison de la science. Alors, ça peut paraître exagéré, dit comme ça, surtout que je ne suis personne, donc je vais présenter mes arguments et je vous laisserai juger de ce qu'il en est. Donc voilà ce qu'il dit. On apprend très tôt aux garçons et aux filles à rester dans leur couloir tracé à la craie. Au premier, on demande d'être fort compétitif, imperméable à l'émotion, au second, d'être aimable, discrète, soucieuse du regard des autres. Et dès qu'un individu s'écarte de la ligne, un garçon trop sensible, une fille trop affirmée, la réaction est immédiate, moquerie, rejet, rappel à l'ordre. Bon, tout ceci est vrai, hein, plus ou moins. Hein. On dirait bien qu'un garçon ou qu'une fille, ça s'apprend. Alors là, c'est pas entièrement faux, mais c'est fallacieux. On va voir pourquoi après. Pourtant, ceux-là même qui imposent ces frontières affirment que les différences entre les sexes sont naturelles, spontanées et évidentes. Oui, on va y revenir. Permettez qu'on réfléchisse. Bon voilà, là c'est le zététicien qui affirme son autorité. Je vous explique comment on réfléchit, parce que moi, comprenez, je connais les biais cognitifs.
Vous, non. Donc vous m'écoutez, vous vous taisez. S'il faut autant d'efforts pour faire respecter les catégories ultra importantes, donc c'est ironique, cela signifie qu'elles ne vont pas de soi. Peut-être n'en ont-ils pas conscience, mais leur constant effort pour réifier, donc mots savants, les catégories sexuées constitue précisément la substance d'une construction sociale et culturelle. Oui, oui. Jusque-là, en fait, tout ce qu'il dit est vrai. C'est ça qui est très piégeux. C'est que c'est ce qu'il ne dit pas. C'est ce qui manque et qui fait que son discours est fallacieux et trompeur. Et ça n'est pas grave. Donc, ce n'est pas grave que tout soit construit. Donc là, en fait, il est en train de faire référence à une théorie psychologique, je dirais, qui s'appelle blank slate en anglais, tabula rasa, donc que nous naissons vierges de toute influence. Nous ne sommes qu'un potentiel, nous pouvons devenir ce que nous voulons. Absolument ce que nous voulons. Donc là, ce qu'il explique, ce sont les racines du wokisme. C'est si je veux m'identifier à un renard, puisque je ne suis que culture, je ne suis qu'un être que de culture. Bon, eh bien voilà, je suis xéno-renard. Ça ne veut pas dire que si tout est construit, rien n'a de sens et qu'on va abandonner tous nos repères. Ben si, quand même un peu, hein. Ça veut dire simplement que lorsqu'un individu ne rentre pas dans les catégories qu'on a inventées, la réaction humaniste est de lui permettre d'exister quand même. Oui, parce que c'est bien connu, dès que un garçon n'est pas assez compétitif, on l'élimine. Hein. On l'élimine de la société. Soit on le tue, je sais pas, en fait, je sais pas trop. Je sais pas trop ce qu'il veut dire, hein. Permettre d'exister. Bien sûr qu'ils sont permis d'exister. La réaction humaine est d'essayer de faire en sorte qu'il n'ait pas le sentiment qu'on juge que sa vie a moins de valeur que celle des autres. Bon, là déjà, je sais pas si vous voyez le problème qui se pose, mais là, il ne fait plus de la zététique. On n'est plus dans les faits, on est dans le jugement moral. Il ne fait plus de la science. C'est un curé. Et ça, c'est problématique. C'est problématique le mélange des genres. Soit il fait de la science, soit il fait de la morale. Mais en fait, il fait de la mauvaise science et il fait de la mauvaise morale, pour le coup. On va le voir après. L'esprit critique et la faculté qui permet de prendre du recul face aux injonctions et de se demander pourquoi on pense ce que l'on pense. Oui, c'est vrai. Pourquoi on juge, pourquoi on est si sûr de pouvoir imposer notre point de vue aux autres. Ouais, là, en fait, c'est pas ce qu'il est en train de faire. Là, il est pas ultra sûr de son point de vue et il est pas en train de l'imposer aux autres. Hein. Non, surtout pas lui, bien sûr. Lui, il fait de l'éducation, c'est pas pareil. Alors que, ici, là, par exemple, ce n'est pas de l'éducation. Vous comprenez? C'est un déni d'existence. Vous voyez la nuance, hein? Donc en fait, évidemment, il fait la même chose, il joue avec les mots, c'est tout. La question du genre est donc un terrain tout désigné pour exercer cette splendide compétence. Ouais, d'accord, mais on peut très bien, puisque l'esprit critique, on peut l'appliquer à tout, on peut l'appliquer aussi à l'esprit critique. Hein. Sur ces questions, je suis bien obligé de vous dire que je ne vois pas beaucoup de doutes et d'humilité épistémique s'exprimer. Oui, alors là, moi, j'en vois pas beaucoup non plus ici. Hein. Alors là, dans tout ce que j'ai dit, moi non plus, j'ai pas mis de doute épistémique. Je pourrais, mais là... le fait est que lui, il n'en a pas mis. Il n'a fait qu'affirmer. Il n'a pas dit, bah ici on ne sait pas, ici il y a une zone de flou, on doit encore y réfléchir. Non, il a dit, c'est comme ça. Voilà, ça c'est mal. Un garçon trop sensible, c'est mal. Pardon. Se moquer d'un garçon trop sensible, c'est mal. Mais là, lui, il ne se moque pas. Vous comprenez? Il éduque. Donc, et si on faisait un effort? Eh bien, on va faire un effort. Allons-y. On va faire un effort pour appliquer l'esprit critique à ce discours. Alors, d'abord, oui, la culture est oppressive. Grande découverte, la culture, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble. Si la culture n'était pas oppressive, eh ben, on retournerait chacun dans la nature faire ce qu'on veut. On se serait pas mis à vivre ensemble. À partir du moment où on vit avec d'autres personnes, leur simple présence est oppressive. Ils ont des souhaits, des désirs, des volontés qui sont pas les mêmes que les nôtres. Donc il faut se mettre d'accord. Donc la culture, c'est l'outil qui arrive d'intelligence collective. C'est tout le sujet de mon livre. Hein. J'explique comment cette intelligence collective émerge, comment elle fonctionne et aussi comment elle se détraque. Voilà, donc ici, mon livre sur la guerre culturelle, c'est ça, essentiellement. Je pars de l'incident Charlie Kirk pour expliquer que derrière tout ça, il y a une guerre culturelle. Ce n'est pas de l'éducation, parce que lui, il a la posture facile, en fait. Il peut se permettre de jouer aux éducateurs, mais en vrai, derrière, il y a la matraque de la justice, qui vient pour vous dire, monsieur, vous n'avez pas respecté le pronom de il, par exemple. On ne sait même plus maintenant si c'est il ou elle. Donc, là, pour le coup, la réaction est immédiate. Alors, c'est même pas moquerie, rejet et rappel à l'ordre. C'est punition. C'est punition monétaire ou sociale. Vous êtes exclu. La cancel culture, hein, ça vient de là. Les woke sont très en pointe sur cette arme de destruction massive des cultures. Et il y a éventuellement aussi la prison.
Bref, il y a la justice. Alors là, évidemment, ça c'est dans les cours de récré, donc c'est moins grave. Donc en fait, il joue sur tout ça, sur toutes ces ambiguïtés. C'est là où c'est vicieux comme discours, ou pervers peut-être. Donc oui, la culture est oppressive. Donc oui, et ça, c'est pas le pire. C'est comme ça qu'elle fait. La culture, c'est à base de deux choses, d'imitation et de réputation. Donc tout ça, ça joue sur la réputation des gens, en fait. Deux, est-ce que nous sommes des êtres uniquement de culture? Eh ben non. Non, nous avons des penchants biologiques qui sont statistiquement différents en fonction des hommes et des femmes. Donc effectivement, la masculinité et la féminité est une distribution bimodale, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, il y a des hommes qui sont très masculins, il y a des femmes qui sont très féminines, et puis il y en a qui le sont moins, et il y en a qui sont au milieu, qui le sont pas du tout. Et puis il peut y avoir aussi, ce sont des traits, il peut y avoir aussi des femmes qui ont des traits masculins, des hommes qui ont des traits féminins, etc., etc. Mais il n'empêche que le sexe, lui, est binaire. Vous êtes homme ou vous êtes femme. En dehors des personnes intersexuées qui sont des anomalies. Mais l'écrasante majorité, plus de 99%, sont des hommes ou des femmes. Ce que lui, il conteste. Hein. Dans d'autres posts ailleurs, sur Twitter, enfin bref, il dit « Ah, je ne sais pas ce qu'est un garçon ou une fille. » Ouais. Ben, les biologistes, ils savent. Et les chercheurs, en général, ils savent. Alors, lui, il est docteur. Il est docteur en biologie. Il est censé savoir tout ça. Donc ici, suite à son poste, on a quand même Franck Ramu, excusez du peu, directeur de recherche au CNRS. J'ai son profil ici. Chercheur en sciences cognitives. C'est un peu une sommité en France dans le domaine. Donc, excusez du peu, il se fait corriger par Franck Ramu. Est-ce que tu n'es pas en train d'énoncer un faux dilemme du type « puisqu'il y a des influences sociales évidentes, c'est qu'il n'y a pas d'influence biologique ». Je ne vois pas dans ton argument de place pour un scénario du type « il y a des différences d'origine biologique qui sont renforcées et accentuées par des influences sociales ». Ce qui me paraît pourtant plus conforme à l'ensemble des données. Oui, alors là, c'est le discours très très policé entre scientifiques, parce qu'en vrai, bon voilà, arrête de raconter n'importe quoi. Donc bien sûr que la culture, elle va avoir tendance à dire, bon ben toi t'es pas très viril, bon ben elle va te pousser un peu plus vers là, à devenir un peu plus viril. On va voir après pourquoi. Mais l'idée, elle est simple, c'est ce qu'on appelle la division sexuelle du travail, il y a complémentarité dans la nature entre l'homme et la femme, et pas que chez les humains, partout. La sexualité, c'est quasiment le premier truc que la vie a inventé pour évoluer. Il y a plus de 3 milliards d'années. Donc là, en fait, Thomas Durand, il arrive et il dit « Ah non, la sexualité, c'est une grosse connerie. La nature, elle s'est gourée. Hein. Maintenant, nous, on n'est plus dans la nature. Nous sommes des êtres de culture. C'est magique. » En fait, ce qu'il pose ici, quand il dit « ce sont des constructions sociales et culturelles », il pose une métaphysique. C'est pas de la science. Ça ne correspond pas aux observations. Donc oui, bien sûr, la culture et les constructions sociales, ça existe. C'est évident. Ça ne veut pas dire, et elles sont oppressives, je répète, ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises. Donc maintenant, on va en arriver au deuxième point. Et là, on entre dans la guerre culturelle. C'est quoi le fondement de la guerre culturelle? Donc l'idée, c'est les woke et ce qu'on appelle les gauchistes, et donc la wokétique ou la zététoxique, veulent changer la culture, parce qu'ils trouvent que la culture est pas bien, en soi. Pourquoi pas? Je veux dire, le monde évolue, donc la culture pourrait bien évoluer pour s'adapter au monde. Donc, en soi, ça s'entend, pas de souci. Donc, ils veulent une culture plus égalitaire. Parce que, voilà, le problème, c'est les inégalités, l'oppression, les stéréotypes. Donc aujourd'hui, je vous ai un peu parlé de l'oppression, là, et on va un peu parler des inégalités. Le problème, c'est que c'est devenu un culte. Alors, dans le livre, je fais l'analogie avec le culte du cargo, mais c'est un culte de l'égalité. Ce n'est pas du tout, on fait de l'évolution raisonnée de la culture. Il y a des inégalités, c'est extrêmement mal, il faut toutes les virer. Et comment on fait pour trouver les inégalités? On regarde les statistiques. Et l'idée de complémentarité a complètement disparu. Donc, il faut que tout le monde soit égal au niveau des statistiques. Voilà. C'est le culte de l'égalité. Et donc, on va vous dire, oui, mais le salaire des femmes est inférieur à celui des hommes, etc., etc. Par contre, on vous dira jamais, l'espérance de vie des hommes est très inférieure à celle des femmes. Cette inégalité-là, en fait, on s'en fout. Elle compte pas. Le fait que les hommes, ils meurent plus jeunes que les femmes, non, il n'y a que le salaire des femmes qui est inférieur qui compte. Voilà. Ça, donc c'est l'égalité
ça serait ça. L'équité, ça serait ça. Et l'équité, en théorie, ça serait ça. Et l'équité, en réalité, c'est ça. Et c'est vraiment ça. Alors, ce schéma qui compare les systèmes sociaux, donc ça, ce sont les principes éthiques. Et ici, ce sont les systèmes sociaux. Donc, effectivement, le capitalisme renforce les inégalités, mais améliore tout le monde. Alors, il y a il manque, selon moi, ici, un petit schéma, c'est que lui, il a le grand, il aurait pu prendre le moyen sur ses épaules, qui aurait pris le petit sur ses épaules. Et en fait, on n'a même pas besoin des caisses. Et c'est ça la complémentarité. C'est quand chacun joue son rôle et sa partition, et est à sa place. Donc, le problème, c'est que c'est une fausse, enfin, c'est un culte de l'égalité, c'est pas réaliste. Ça ne fonctionne pas dans la réalité. Pourquoi je dis ça? Comment on le sait? C'est que ça a déjà été tenté. Le communisme, ils avaient toutes les cartes en main, ils avaient le plein pouvoir pour mettre en place l'égalité. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné des dizaines de millions de morts, et il n'y a même pas eu besoin de guerre pour ça. C'est des millions de morts internes, des dizaines de millions de morts internes au régime. Vous imaginez? Déjà, les guerres, c'est pas terrible, mais au moins, c'est pas sur son propre peuple qu'on fait ça. Là, c'est encore pire. Les goulags, ça a été atroce. Donc, l'égalité ne fonctionne pas. Ça veut pas dire qu'il faut rejeter l'égalité. Ça veut dire qu'on peut pas tout baser dessus. Et c'est le problème de cette guerre culturelle, c'est que c'est devenu un culte de l'égalité. Ils sont omnubilés par les inégalités, alors que certaines inégalités sont productives. Alors je dis pas qu'elles sont toutes bonnes, mais c'est là où il faut de la nuance et il faut un peu de modestie épistémique, ce qu'il n'a pas ici. Donc c'est ce qu'il prétend, un peu d'esprit critique. Voilà. Donc changer la culture en soi, oui. Et pour aller vers où et comment, c'est là qu'est tout le problème. Et en fait, ce qu'il explique ici, voilà, la réaction est immédiate, moquerie, rejet, rappel à l'ordre. Et oui, ça fait partie de l'adversité de la vie. Et grandir, ce n'est pas de dire au reste du monde et de l'univers, de dire, oula, non, tu as heurté mes sentiments. Non, c'est de se confronter à ça et de devenir adulte, de grandir. C'est ça, la maturité. Donc là, en fait, son égalité, c'est une injonction à l'infantilisme. Et le wokisme, c'est ça. Ce sont des gens, si vous observez leur comportement, ils veulent rester dans l'enfance. Ils veulent pas de contraintes. Ils veulent que leurs petits caprices soient résolus. Et ils réagissent comme des enfants face à l'adversité. Ils ne savent pas gérer leurs émotions. Ils font de l'enurésie émotionnelle, si vous regardez bien. Alors pas lui, hein. Lui, il a un énorme surmoi. Donc il joue à l'adulte. Mais en vérité, il joue à l'adulte qui infantilise les autres. C'est l'inverse de l'adulte. Oui, parce que après, vous conviendrez, j'espère, que changer la culture, ce n'est pas une entreprise en soi. Il faut qu'il y ait un objectif derrière qui fasse un peu de sens. Et là, j'espère vous avoir montré que ce n'est pas le cas. Parce que sinon, on peut changer la culture dans n'importe quelle direction. On peut dire, tiens, maintenant, il y a des tribus qui pratiquent le cannibalisme, pourquoi on l'interdirait, après tout? On pourrait manger les morts, ils sont morts, qu'est-ce qu'on en a à faire? Ça fait souffrir personne. Donc on peut justifier à peu près n'importe quelle culture, en réalité, et n'importe quel système moral. Et là, précisément, c'est ce qu'on a. C'est quelque chose qui est absurde. Donc ok, mais alors là, vous allez me dire, oui, mais d'accord, mais t'es bien gentil, mais les inégalités, et les gens, il y a quand même des souffrances, on peut pas juste dire, c'est comme ça, démerdez-vous. Ok. Donc qu'est-ce que je propose? Donc là, je mets de côté les histoires des trans, des xénorenards et tout ça, c'est autre chose. Je vais parler des cas standards, les hommes et les femmes. Et notamment les femmes. Alors, dans la société actuelle, les hommes et les femmes ont chacun leur fardeau. C'est difficile pour tout le monde. Alors, oui, je sais, il y en a qui vont dire, oui, mais c'est plus difficile pour un tel ou pour les autres. Bon, ok. Je vais pas rentrer là-dedans. Moi, ce que je veux vous expliquer, c'est que nous sommes complémentaires. Et pour mûrir, pour devenir adulte, face à cette complémentarité, il ne faut pas éliminer les différences, il faut les comprendre. Donc ça veut dire comprendre l'autre sexe. Et comme je suis un homme, je vais vous montrer comment je comprends l'autre sexe. Alors, ça ne veut pas dire que c'est l'alpha et l'oméga, on est d'accord. Mais donc, oui, pour une femme, aujourd'hui, le monde tel qu'il est actuellement, pour une femme qui a envie d'être féminine, eh bien c'est vrai que c'est pas facile. Et en plus, donc il y a d'un côté la société, et de l'autre côté, il y a la biologie. Et il faut arriver à concilier les deux, d'une manière ou d'une autre, parce que la biologie, on peut pas la refaire, hein, contrairement à ce que croient ces gens-là. Allez regarder comment ça se passe en vrai, hein, les taux de suicide parmi les gens qui essaient justement de bidouiller leur biologie. Vous allez voir, quand vous trafiquez vos hormones et votre corps, ça c'est difficile à gérer. Donc, les difficultés des femmes, c'est quoi? Dans le monde actuel. Avant, le rôle de mère était valorisé, socialement. C'était reconnu par la culture elle-même. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
Personne ne vous félicite parce que vous êtes mère. En fait, si vous voulez avoir un statut dans la société, si vous voulez être reconnu, avoir un rôle, et tout le monde cherche ça, eh bien, si vous voulez pas juste être l'ombre de votre mari ou ranger à côté de l'aspirateur et de la machine à laver, eh bien oui, les femmes, elles cherchent du statut. Et pour obtenir du statut, comment elles font dans le monde actuel? Il y a pas 10 000 solutions, c'est la compétition économique. Donc, elles sont obligées d'avoir du travail. Parce que c'est la seule chose qui soit valorisée dans notre société. La réussite économique. Donc, effectivement, elles ont une pression très importante parce que, d'une part, c'est très difficile de concilier famille et travail, si elles le souhaitent. Et d'autre part, biologiquement, alors là, je vais faire... c'est mal ce que je vais dire, hein, je vais réifier, mais je simplifie. Je vais pas rentrer dans toutes les nuances, mais biologiquement, la tendance... c'est que effectivement, elles sont aimables, discrètes et soucieuses. Elles sont plus orientées vers le soin des autres que vers la compétition, parce que c'est la division sexuelle du travail. Et je caricature encore une fois, mais et je sais que la fausse science aujourd'hui, la fausse anthropologie va vous dire le contraire, mais non, au paléolithique, les hommes, grosso modo, allaient chasser le gros gibier parce que c'était dangereux, et que les femmes étaient précieuses parce que c'était elles qui mettaient les enfants au monde, et que une femme de perdue, c'était très grave pour une tribu. Donc, elles étaient protégées, et elles faisaient plutôt de la cueillette, et elles s'occupaient du soin, en gros. Ok, je caricature. Oui, il y avait une ou deux femmes qui chassaient de temps à autre, mais c'était très probablement après qu'elles aient pu être mères. C'était dans leur deuxième vie, on va dire. Bon, bref. Biologiquement, la nature fait que les femmes, tendanciellement, oui, ne sont pas orientées vers la compétition économique. Et c'est ce qui explique, en grande partie d'ailleurs, l'écart salarial. Elles négocient moins bien les postes, et elles prennent plus de temps partiel. Ce qui fait que, bah oui, elles ont envie d'avoir plus de temps pour s'occuper des gens, et parfois, ouais, de leur famille. Le drame. Le drame pour Thomas Durand. Il y a des gens qui veulent fonder des familles, et il y a des femmes qui veulent fonder des familles. Alors celle-là, lui, il s'en occupe pas trop, hein. Et en plus, donc c'est vrai qu'il y a, maintenant, aujourd'hui, dans notre société, alors je vais pas rentrer dans les détails, ça serait trop long pour cette vidéo, mais il y a une guerre sexuelle. Donc les relations entre les hommes et les femmes, les relations de couple sont devenues de plus en plus difficiles. Donc c'est difficile pour les femmes, en plus de trouver des hommes fiables pour fonder des familles. Ce qui fait qu'elles se retrouvent beaucoup mères célibataires. C'est pas qu'elles le veulent, parfois oui, mais en tout cas, ça rajoute à la difficulté. C'est-à-dire que elles ont toute la charge du renouvellement des générations sur leur épaule. Sans parler du fait que certaines ressentent aussi un besoin biologique, physiologique, de faire des enfants. Donc voilà, tout ça, c'est, je pense que je décris au moins 80% des femmes. Et ce que je dis n'est pas une invention de ma part. Il y a le désir d'enfant, en fait, est contrarié dans les sociétés modernes. La natalité est autour en dessous de 1,5, mais le désir d'enfant, il est à 2,1. En fait, si les gens pouvaient faire les enfants qu'ils voulaient, on serait au seuil de renouvellement. Donc, il y a un vrai problème de société. Là, pour le coup, il y a un problème culturel, pour le coup, aussi. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas changer la culture, mais je dis, il faut faire l'inverse de ce que lui il propose. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça ne résout pas le problème. Au contraire, il veut faire rentrer les gens dans aucune case. Et on a besoin de structure. En fait, la culture, elle est là pour nous donner une structure qui permet de nous perpétuer. Elle n'est pas là pour rien, la culture. C'est pas juste un truc arbitraire qui est au-dessus. Ça, c'est les gens qui pensent ça, ils sont perdus. Ils comprennent plus comment le monde fonctionne. Donc, voilà ce que je propose à la place. De l'égalité, je propose la complémentarité, de la comprendre. Et pour les gens qui sont ici, je ne dis pas qu'il faut les éliminer. Je dis juste, c'est pas vous qui allez décider des règles pour les autres. C'est tout. Et c'est pas vous. Moi, je dis, faites ce que vous voulez. Mais moi, je vais pas travailler pour payer ce genre de choses. Voilà. C'est pas ma vocation. Donc, ce genre de personnes, c'est de la zété toxique. C'est de la zététique toxique. C'est de l'esprit critique dévoyé. Dévoyé parce que l'esprit critique, c'est pour la science, c'est pas pour la morale. Et il a le droit de soutenir ces personnes. Si lui, il veut que l'argent qu'il gagne serve à financer ces opérations-là, c'est son droit. Aucun souci. C'est juste, ne force pas les autres. C'est pour ça que sur cette chaîne, je vous propose cette approche ici, quand je dis philosophie naturaliste et pratique spirituelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire réconcilier science et spiritualité. Et métaphysique. Et donc c'est ce que je viens de faire là, de vous expliquer le domaine de la science et le domaine de la morale et de la métaphysique. C'est pas la même chose. Postuler que tout le monde doit être égal, c'est de la métaphysique. De la mauvaise, selon moi. Le numérique ici, ça veut dire qu'on est à l'ère digitale, que ça bouleverse
nos repères anthropologiques et qu'effectivement, il faut que nous nous adaptions individuellement et collectivement. Collectivement, ça se fait par la culture. Effectivement, donc la culture doit changer. Et la co-souveraineté, ben, c'est ce que je viens de vous expliquer. Il faut comprendre les complémentarités des rôles de chacun. Et pas vouloir que tout le monde soit égal à tout le monde. Ce qui n'a pas de sens. Ça n'existe pas dans la nature. L'égalité parfaite, idéale, comme lui la souhaite. Voilà, donc si ça vous intéresse, cette démarche, abonnez-vous, mettez la cloche pour être au courant quand il y a des nouvelles vidéos qui sortent. Donc les sujets sont assez hétéroclites que je traite, mais ça, je les aborde toujours à l'aide de ce framework que j'appelle Sapiens 3.0. La troisième humanité à laquelle on doit s'adapter dans l'ère qui vient. L'ère des IA, hein, si vous voulez. Il y a beaucoup de choses qui vont changer et ça va aller vite. Donc le mot-clé, c'est adaptabilité. Non pas d'être adapté, mais d'être adaptable. Et donc il nous faut une science, un art, une technique de l'adaptation. Et c'est précisément le sujet de cette chaîne. Ce que j'appelle, quand je dis souveraineté, en gros, c'est l'art de l'adaptabilité. Hein, au final, ça revient à ça. Mais si je dis ça, c'est un peu trop abstrait. Donc je le formule comme ça.